Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine je reçois celle que vous connaissez peut-être si vous lisez Charlie Hebdo, puisqu'elle y officie régulièrement. Coco, de son vrai nom Corinne Ray, est dessinatrice et vient de sortir l'adaptation du Banquet de Platon en bande dessinée avec le philosophe Raphaël Enthoven aux éditions Les Échappés. Cette conversation philosophique si célèbre, quasiment érigée au rang de mythe, reprend les thèmes qui nous travaillent encore aujourd'hui, à commencer par le sentiment amoureux ou encore la beauté. L'histoire, si tant est qu'il y en ait une, c'est l'histoire d'une tablée où tour à tour, les invités vont prendre la parole et développer leur point de vue sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'amour. Avec ce trait qui la définit si bien selon moi, Coco a donc donné une âme à des scènes platoniciennes encore tellement d'actualité. Et avec Coco, on parle donc du travail en duo avec Raphaël Enthoven, de ce que nous autorise ou non la caricature aujourd'hui, en 2019, ou encore de la manière dont on construit son identité graphique lorsqu'on est dessinatrice. Bonne écoute. Bonjour Coco. Bonjour Thomas. C'est étrange de t'appeler par un surnom alors que c'est la première fois qu'on se rencontre, mais c'est surtout comme ça que les gens te connaissent évidemment. En réalité c'est un peu ton nom de scène. Ouais. Notamment à Charlie Hebdo, mais aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'adaptation de cette célèbre conversation philosophique qui est le banquet. En quoi le banquet, ça se prêtait au dessin, ce qui est une manière un peu détournée de te demander également comment, avec Raphaël Enthoven, vous est venue l'idée de traiter cette conversation philosophique. Alors au départ, la genèse un peu de tout ça, à la maison d'édition, il y avait peut-être 2 ou 3 ans, la maison d'édition Les Échappés où est sortie la BD, on avait travaillé, les auteurs de Charlie avaient travaillé sur des classiques de littérature. Ah, trop bien, je savais pas. Et moi, j'avais un souvenir étudiant d'Antigone, de Sophocle et d'Anouilh. J'avais beaucoup aimé ce texte et du coup, j'ai dessiné sur ce classique. Et puis, l'expérience étant plutôt sympa, on m'a dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas faire un projet un peu plus ambitieux, plutôt tourné vers la philo, des grands textes philosophiques. Donc oui, j'avais envie de faire une BD depuis très longtemps. Et puis, étant donné que c'était de la philo, on a rencontré Raphaël Enthoven avec Chris. On s'est rencontrés tous les trois pour parler un peu de ça, de philo. Et chemin faisant, en fait, c'est Raphaël qui a dit, tiens, si on faisait le banquet. Et le truc qui nous a amené au banquet, c'est qu'il a tourné une petite pastille pour Arte où il a scénarisé un peu le dialogue de Socrate et Alcibiade. Okay. Est-ce que t'échangerais pas un peu de ma beauté contre ton intelligence ? Voilà, il avait raconté ça plutôt bien en vidéo et ça m'avait plu. Donc finalement, on s'est tourné vers le banquet, qui est un récit dans le récit, c'est du dialogue, c'est beaucoup de personnages, 8 personnages. Beaucoup de personnages, une joueuse de flûte aussi, mais bon, elle a pas un grand rôle. On l'embrasse. Voilà, c'est un genre de huis clos. Ça se passe dans une salle où tout le monde se réunit pour parler d'amour après avoir fait une grosse fête la veille. Il y a quand même, il y a quelques petites bouteilles qui sont passées par là. Et quelques amphores pleines de vin, du raisin, de la bouffe, bref. La veille, tout ce beau monde a fait une grosse fête parce que Agathon, leur hôte, a gagné un concours de poésie. Et là, en fait, quand ils se retrouvent, ils ont envie d'une soirée plus calme. Ils ont envie de se retrouver entre amis. Ils se connaissent tous et ils se disent, tiens, si ce soir on y allait mollo et on parlait d'amour, on échangeait sur ce grand thème intemporel. Très universel, Oui. De quelle manière tu as procédé pour t'imprégner de cette conversation qui est si universelle, on vient d'en parler, mais en fait qui est complètement impalpable. C'est-à-dire que je te demande ça parce qu'à Charlie Hebdo, par exemple, tu as l'habitude de caricaturer des politiques, des personnages qui existent, qui sont des personnes. Là, tu as dû créer des figures avec leur physique, avec leur caractère, des figures qu'on s'imagine seulement, depuis toujours certes, mais qu'on s'imagine. Et même des concepts comme la beauté qui n'ont pas de couleur, qui n'ont pas de forme.
Comment tu as fait pour t'adapter à ça? Déjà, la différence avec le travail de dessinatrice de presse, c'est que Macron, tout ça, tous les hommes politiques, quand on est dessinateur de presse, ça fait partie de notre quotidien. On les anime, on a leurs photos tous les jours, même. Et surtout, nous aussi, on les connaît. Voilà, en tant que tout le monde les lecteur. connaît. Ils font partie de notre environnement et puis on met en scène, on les critique. On critique leurs actions, on les critique pas eux directement, mais on critique leurs actions, on se marre avec, enfin bref. Ils sont un peu on les transforme, on les transforme. On les utilise, on se les approprie, voilà. On se les approprie pour les fins du dessin. Ouais. Et là, la BD, en fait, il y avait tous ces caractères. Alors oui, il y a quelques images, en fait, de Socrate. On retrouve dans des statues grecques, des représentations. Oui, bien sûr. Mais déjà, elles ne sont pas forcément toutes voilà, elles ne sont même pas toutes pareilles. Donc, en fait, je me suis un peu immergée dans une sorte d'esthétique un peu grecque antique. Ouais. Et puis, chemin faisant, j'ai regardé un peu des coupes, des trucs. La toge, c'est évidemment imposé. J'ai essayé de trouver des variations là-dessus vestimentaires. Et sur les visages, c'était un peu au feeling. Je leur ai trouvé des caractères, quoi. Bien sûr. Ouais. Agathon, je l'ai rendu un peu fou parce qu'il est là à dire l'amour c'est beau, l'amour c'est génial, l'amour c'est tout. Alcibiade, il est un peu bourré. Voilà, Alcibiade, il arrive bourré déjà dans le texte, donc ça me donnait un petit point d'accroche assez marrant. Socrate, c'est l'envoûteur, c'est le grand Socrate, quoi. C'est un peu le master chef, quoi. Oui, c'est pas le chef, mais disons que il est craint de tout le monde parce qu'il envoûte, il séduit, il a cette facilité que les autres n'ont pas forcément, même si, on le voit d'ailleurs dans la longueur des discours de chacun. C'est vrai. Voilà, donc je me suis amusée à leur créer des têtes plutôt marrantes. J'avais envie de dépoussiérer quand même aussi il y a un enjeu également l'ambiance Grèce antique. Voilà, le but aussi de la BD, voilà, c'est de rendre le truc un peu contemporain, de m'en emparer et de m'amuser pour aussi amuser le lecteur sur un texte qui est quand même bien ancien. Qui a été écrit en 380 avant Jésus-Christ, pour être très exact. Ça me revenait pas tout de suite. On part de quoi quand on fait une BD en duo? C'est quoi la première étape? Parce que pour le coup, c'est un travail d'équipe, je suppose. Ah oui. En fait, je pense que ce duo doit peut-être surprendre. Moi, non, je trouve pas. Enfin, c'est pas logique, mais c'est pas quelque chose qui m'a surpris précisément, mais. Raphaël Enthoven, il dit qu'il est prof de philo, mais pour moi, c'est un philosophe tout court. Voilà, je me suis amusée à lui dire parfois, toi, t'es un peu comme Socrate, quoi. Il a cet amour du débat, de réfuter. Pour lui, j'ai lu une interview de lui où il disait la conviction n'existe pas parce que la conviction, elle est posée et presque, elle a ce statut où après, ça bouge pas. Alors que Raphaël Enthoven, c'est quelqu'un qui est foisonnant, qui a sans cesse envie de chercher, de discuter, d'aller plus loin, de pousser. Voilà, c'est ça le prof du philosophe. C'est pour ça que je me suis amusée à lui dire parfois, t'es un peu comme Socrate. Bref, blague. Écoute. Et comment on a travaillé ensemble? En fait, très facilement et très simplement. Lui a écrit le texte. Je lui ai dit, fais-moi comme ça. Mais oui, en fait, c'est ça, parce qu'il y a du texte qui se colle à des images, mais comment on décide? Enfin, tu vois, c'est quand même assez complexe pour on s'est vu régulièrement. En fait, il m'a écrit tout le texte. Que j'ai découpé, j'ai créé les personnages. Je lui ai fait des propositions et on s'est vu régulièrement pour découper un peu le texte. Enfin, le texte, moi, je le découpais moi-même, mais j'avais besoin d'entendre parler Raphaël sur justement ce texte pour qu'il me nourrisse un peu l'imagination, pour qu'il m'en dise davantage sur qui était Aristophane. Voilà, quand par exemple Aristophane a le hoquet dans le banquet, c'est un passage qui est assez fort. Aristophane a écrit une pièce
qui s'appelle Les Nuées, Ouais. où il dresse un portrait de Socrate qui est vraiment laborieux. Et en fait, ce portrait précipite ensuite la condamnation à mort de Socrate. C'est Platon qui écrit ça. Ouais. Quand Raphaël m'explique ça en vrai, ça me donne des images. On discute un peu de comment ça s'est passé. Il m'explique le contexte, le procès de Socrate. Enfin, voilà, plus que le texte, quand il me parle, ça me nourrit en images aussi. Il t'a également rassuré, je pense, là, au concept de la beauté que tu n'arrivais pas à dessiner précisément, et que tu as d'ailleurs représenté sur une planche entière. C'est-à-dire que oui, le discours de Diotima est assez long par rapport aux autres discours. Donc au bout d'un moment, à force de parler de beauté, d'amour du beau, je trouvais que... j'avais peur de tourner en rond et j'avais peur aussi de la maladresse parce que quand on se voyait, voilà, je voulais essayer de trouver une représentation graphique qui collait vraiment au texte sans pour autant paraphraser ou trouver un peu des créations, quoi. Ouais. Quand je l'appelle à ce moment-là, il me dit la beauté c'est tellement abstrait. Moi, je lui dis que je passe par quoi en fait pour faire ça. D'ailleurs, je galère pas tant que ça, c'est juste pour être sûre parce que il y a J'imagine que tu avais des petites idées quand même, bien sûr. Oui, j'avais des petites idées quand même, mais je l'appelle aussi parce que dans ce duo, voilà, c'est pour qu'il me nourrisse encore d'images cérébrales, quoi, mentales. Et là, il me dit, voilà, ça passe par l'éblouissement. Et c'est bien cet éclaircissement. Et quand on décide de mettre cette page, je lui dis, ça te dérange pas qu'on mette cette page? Mais non, c'est génial et tout. En plus, j'étais vraiment en caleçon, donc ouais, super. Oui, parce qu'il est représenté en caleçon. Voilà, c'est un peu le petit moment qui fait un petit souffle dans ce discours de Diotime, qui est quand même le plus dense, je trouve, du banquet. Et puis, ça fait le petit gag marrant. Ouais. Combien de temps ça vous a pris, au fait? C'est assez variable. Disons qu'en gros, on a pu mettre 1 an, peut-être, depuis le tout début, voilà, avec des rendez-vous, des moments. Enfin, aussi, il faut... Moi, j'ai travaillé en plus du journal, et puis à un moment, pour des questions de deadline, j'ai travaillé un peu plus sur la BD, donc on va dire grosso merdo 1 an. Grosso merdo 1 an. Et d'ailleurs, précisément, on en a un peu parlé, mais quelle qualité, quelle compétence il faut pour adapter un texte qui est complètement connu de tous. Ouais. Qui est quasiment une espèce de mythe. Tu vois. Il faut un bon philosophe déjà. C'est vrai que non, mais voilà, c'est la force de travailler en duo déjà. Voilà, quand on a choisi de faire ce travail, on était d'accord sur une chose, c'est qu'on ne voulait pas le vulgariser de manière un peu vulgaire, voilà, toute trop facile. Il y a beaucoup de textes aujourd'hui qui sont adaptés en BD pour faciliter l'accès culturel. Là, faire appel à Raphaël Enthoven sur ce livre, en fait, il faut garder sa patte. Il faut garder son identité, sinon on fait appel à n'importe quel prof de philo un peu lambda. Lui, voilà, ce qu'il a, c'est qu'il a ses phrases un peu empoullées, ces trucs qui donnent le charme du pur philosophique, quoi. L'amour des mots, l'amour des phrases, des citations, enfin voilà, le truc. Donc c'est un texte qui est quand même... qui a gardé toute sa qualité philosophique et c'était assumé. Ouais. Je me posais la question du genre de médium qu'est la caricature. Qu'est-ce qu'elle peut se permettre que d'autres médiums ne peuvent pas? Une interprétation? Je ne sais pas. Vous pensez à quel autre médium? Le dessin basique. Ouais. Déjà, c'était quand même un bon point d'ancrage, mais typiquement, je pense à la BD qui est un travail global. La caricature en soi, c'est un dessin unique. La caricature, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a un sens critique, en fait. Quand on caricature quelqu'un, dans la caricature basique, c'est on prend un visage, on déforme, on met l'accent sur les défauts du visage. Bien sûr, ou un nez. Mais la caricature, c'est un peu plus que ça. Ça englobe aussi la personnalité, le regard. Enfin, c'est un peu un tout. On est un peu
on rentre un peu dans la personnalité des gens aussi pour pouvoir mieux les décrire. C'est un tout Est-ce qu'on graphique est-ce qu'on pense à celui qu'on caricature quand on le fait? Au niveau de blessé ou pas, non. Typiquement, pas du tout. Pas du tout. Non. Et puis c'est franc, non, franc et parce que massif. si on commence à penser à chaque réaction de comment la personne va recevoir le truc, on en fait une par semaine. Non, mais on ferait plus rien, parce que bon, il y a des gens qui sont il faudrait prendre en compte la susceptibilité, faudrait pas dessiner les femmes parce que elles acceptent pas leur âge. Ça arrive souvent d'ailleurs, c'est un truc. C'est vrai? Oui. Souvent, quand on fait Enfin, moi, ça m'est arrivé en festival de faire la caricature de femmes, et beaucoup étaient un peu vexés de pas se voir sous leur meilleur jour, parce que bon, elles avaient passé du temps à se maquiller, à se coiffer, et puis nous, on arrive caricaturistes, et puis on envoie tout valser, quoi. On la décoiffe, quoi. Ça vaut aussi pour un mec qui pense qu'il est un sex symbole, et puis finalement, sur le papier, il se reconnaît pas. C'est pas la même. Non, on peut pas prendre en compte le ressenti des gens quand on fait la caricature, et en particulier quand on fait de la caricature politique. Là, on y met, nous aussi, un sens politique, une interprétation, une analyse de ce qui se passe, des faits, oui, c'est évidemment pas un vulgaire dessin, bien sûr. En quoi le banquet est si actuel? Je rappelle que c'est précisément un texte qui a été écrit en 380 avant Jésus-Christ, donc ça fait quelques petites paires d'années. Et pourtant, ça soulève toujours des questions assez actuelles, précisément. Vous n'avez donc jamais aimé, Thomas? Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Oui, non, mais vous l'avez dit, c'est vrai que le sujet, le gros du sujet... Alors, il y a un truc aussi qui est sympa, c'est tous ces gars qui se retrouvent autour de la table et qui parlent en bouffant, tout ça. Il y a un côté vraiment chaleureux, amical. Voilà, on est là dans une bonne bouffe. Il y a une espèce de convivialité qui fait qu'on est tout de suite dedans. On a l'impression d'être un peu à table avec eux et à écouter. C'est sûr que le thème de l'amour est universel, quoi. Dans ces 8 discours, on a quand même 8 interprétations de l'amour très différentes. En plus, le discours d'Aristophane, c'est quand même une très belle création graphique. C'est vraiment jusqu'à la naissance des hommes, l'amour comme un tout. Chacun qui recherche sa moitié. Enfin, ça c'est des choses qui sont assez actuelles. Et puis, l'amour comme aussi, pas que l'amour du corps, l'amour des belles choses, l'amour de la science, de la politique, les grands projets, enfin... En soi. Oui. C'est très riche. Et puis, ce discours entre Socrate et Alcibiade à la fin vient bien... conclure un peu tout ça. Voilà. Est-ce que moi je peux pas échanger un peu de ma beauté contre ton intelligence? Si ça se passait comme ça, ce serait top. Ça serait pas trop mal. Est-ce qu'il existe une beauté séparément des personnes belles dans l'idée? Ah bah oui. Tu vois, c'est un peu ça. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intégrer la figure de Raphaël Enthoven dans la BD? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, déjà, c'est pas bien. Il est en toge, il se balade à travers les planches, et il est assez pédagogue. Il y avait un besoin d'expliquer. Ça, ça m'est venu tout de suite. C'est moi qui lui ai dit, moi je pense que ce serait bien que tu sois aussi dans ce discours. Alors, il apparaît pas comme un protagoniste autour de la table. Non, justement. Il est plutôt un fantôme, quelqu'un qui interagit, mais plutôt avec le lecteur, en apportant des précisions où là, il peut en apporter des références à la République de Platon. Le thé et tête, c'est pour expliquer que Socrate accouche des esprits comme sa mère, en fait, accouchait des corps, puisqu'elle était sage-femme. Donc il est là pour apporter un peu plus à ce texte, une espèce de petite plus-value, comme si on avait un petit Raphaël Enthoven sur l'épaule en tant que lecteur, qui venait nous dire tu vois là, ça fait référence à ça, et voilà. Et tu comprendras mais encore mieux. Mais oui.
Mais oui. Mais tellement. Avec quoi tu as travaillé cette BD? Quel matériel concret? Très différemment d'habitude pour le journal à Charlie, quand je fais mes caricatures, j'utilise un genre de stylo pinceau un peu mou, mais qui me permet de travailler un peu de manière vive, parce qu'il faut produire à fond. Là, je me suis complètement fait plaisir. J'ai travaillé à la plume, l'encre de Chine. J'ai fait beaucoup de hachures, un travail plutôt en finesse. Et j'ai essayé de travailler des compositions un peu riches, quoi, un peu foisonnantes. Et oui, d'ailleurs. Je me suis pas foutue de la gueule du lecteur, pas du tout. Et puis aussi, oui, j'ai fait aussi de l'aquarelle. Je voulais valoriser un travail en noir et blanc. Ça m'importait de jouer sur des beaux contrastes et de mettre en avant la hachure. Ouais. Parce que je trouve ça beau, moi, la hachure. Je suis très Robert Crumb dans l'âme. J'aime beaucoup son travail. Cabu utilisait la plume et j'ai été à l'école Cabu. Donc, c'était pour moi aussi un clin d'œil. Et puis, où j'aime la plume, j'aime le plein, le délié. C'est quelque chose de très beau. Et bon, l'aquarelle est là pour rehausser certains moments de la BD. Et la typo, pendant qu'on y est, comment tu travailles cette typo? Le texte que tu insères précisément? J'ai écrit comme ça. Tu écris, c'est ton écriture, tu l'as pas travaillé non. Pour coller à je ne sais quoi, je ne sais qui Tout est écrit à la main. Ouais. D'ailleurs, il y a des petits moments où c'est écrit un peu plus petit, un peu plus grand, mais ça fait partie du job, ça fait partie du truc. Enfin, mais c'est ton écriture, tout ce qu'il y a de plus... Non, c'est pas mon écriture de tous les jours. Ouais, non, c'est ça en fait, comment tu... Non. Tu travailles, ouais, c'est ça. Non, j'ai essayé de trouver une écriture qui soit à la fois lisible et puis que je puisse tenir quand même sur 104 pages, parce que bon, si au bout d'un moment on se dit, mince... Ouais, si on fait un A avec plein de courbes... Non, mais par exemple, j'ai choisi de faire des A à l'ancienne, c'est un petit détail, mais je l'ai pas fait rond. J'ai fait le A un peu, comme une typographie classique, mais là c'est manuscrit. C'est un détail con. C'est un détail, mais c'est un bon exemple. Mes A, je les ai choisis comme ça et je les voulais comme ça. Ok. Ouais. Et alors tu as ce qu'on appelle une patte qu'on reconnaît. Comment on travaille pour avoir un trait qui est immédiatement reconnaissable? C'est travailler sur de la longueur. Hein. Parce que c'est un travail pour qu'on ait ce trait. Vous reconnaissez mon dessin Ouais. C'est vrai? Bon, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ah bah tant mieux. J'aime pas trop quand on me dit ça me fait penser à un tel. On a l'impression que du coup on n'a pas de personnalité. Même si, j'ai mes références graphiques moi aussi, mais... merci. Merci quoi? Comment on fait pour avoir un... c'est la réponse. Je ne fais rien est une très bonne réponse. Hein, mais non, j'ai pas rien fait. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais ça s'est construit quand même au fil des années. Quand j'ai commencé à travailler à Charlie, j'avais rien de style. Je faisais des personnages avec plein de dents, abominables. C'était impossible de les travailler. Et puis, au fur et à mesure, j'ai affiné, j'ai synthétisé. J'ai essayé de trouver des gueules plus ou moins qui me plaisaient, quoi. On essaye de... Oui, on fait jouer également. C'est une recherche permanente. Hein. Si j'avais à refaire un livre dans 2 ans, je ferais peut-être pas les mêmes personnages. Dans 10 ans non plus. On est sans cesse en évolution et on cherche toujours. Hein. Et d'ailleurs, comment tu es arrivé à dessiner? T'as toujours voulu faire ça? Ouais. Oui. T'as fait des études d'art plastique J'ai fait une école d'art à Poitiers, l'école européenne supérieure de l'image. Ok. À la sortie de mon bac, j'ai fait une année aux Beaux-Arts de Lyon. J'ai été reçue avec 20 sur... j'ai eu 20 sur 20 au lycée, puis j'ai été reçue avec 18 au concours et je suis ressortie comme une vieille merde avec Qu'est-ce que c'est que ça 8 ou 9. J'ai été virée... J'avais envie de dessiner et j'avais envie que de ça. Et en fait, c'est pas ce qu'on me proposait à l'époque. C'était l'école des Beaux-Arts de Lyon, c'était vraiment très art conceptuel. Ouais. Et un souvenir marquant, par exemple... on a un prof qui nous a dit allez dehors chercher des ordures et vous nous faites une sculpture avec des ordures. Tout ça parce qu'on avait vu au musée du Docteur Dollard à Lyon, là il y a un musée d'art contemporain, on avait vu une œuvre, c'était un tas de coquillettes pourries
Et en fait, c'était une œuvre un peu évolutive parce que il y avait le moisi qui se faisait, les couleurs, c'était à chier, putain. C'était à chier. Ça m'emmerdait profondément à l'époque. Je voyais pas quel intérêt on pouvait avoir à regarder un tas de coquillettes moisir sous les yeux, si ce n'est peut-être des couleurs, mais c'était tout l'art que j'aimais pas, qui se prenait trop au sérieux et qui se branle sur des concepts sur des coquillettes. À la con. Ouais. J'avais envie de plus simple que ça et plus efficace. Ça ressemble à quoi le dessin en 2019 ? Voilà. Est-ce qu'on peut tout se permettre ? Est-ce qu'on peut moins se permettre qu'avant ? La tendance actuelle est que oui, il y a un peu des censeurs un peu partout qui viennent faire la morale et nous reprendre. Enfin, on le voit par exemple à Charlie quand on fait des dessins sur les réactions que ça suscite parfois. Oui, on voit qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas de sens de l'humour. Il y en a qui voient des lectures, c'est pas du tout ce qu'on a voulu dire. Ouais, après, ça, c'est la force et la faiblesse du c'est la force et la faiblesse du truc. Moi, je regarde les réactions. J'essaye de rester quand même assez distante quand c'est violent, parce qu'aujourd'hui, ça peut être très violent. Ouais, et puis en plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux, ce qui est pas du tout anodin. Et puis le 7 janvier a montré quand même que la violence était à son paroxysme. Et puis, était là, quoi. Ce jour-là. Et puis, qu'est-ce que c'est votre question de début ? À quoi ça ressemble le dessin en 2019 ? À quoi ça ressemble le dessin 2019 ? Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut dessiner ce qu'on a envie de dessiner sans se soucier de ce que dira un tel, tout ça. Il faut pas se laisser... c'est Riz qui dit ça, mais il a raison. C'est vrai qu'il faut pas se laisser impressionner par tout l'environnement autour qui voudrait nous dire comment faire ce travail et comment penser et comment... Voilà. J'ai envie de rester libre dans ce travail. Je le fais du mieux que je peux. Voilà. C'est le principal. Oui. Est-ce qu'il y a des dessinateurs que tu pourrais assimiler à des références aujourd'hui ou hier, peu importe ? Qui peut-être t'ont construite également. Cabu, évidemment, au niveau de la caricature. En plus, Cabu, c'était quelqu'un de vraiment très accessible pour les jeunes dessinateurs qui venaient à la rédaction. Ouais. Toujours gentil, toujours bienveillant. Je garde encore des petits dessins qu'il a pu me faire. Une fois un Jacques Brel, une fois un Jean-Marie Le Pen, pour me montrer un peu la construction du bonhomme. Au début, quand je commençais, c'était pas évident. Après, je parle de Cabu parce que c'est un peu bateau de dire ça, mais il était la référence de pas mal de gens dans la rédac. Quand Cabu faisait Quand Cabu faisait une caricature, parfois, pas mal de dessinateurs se greffaient un peu sur son regard à lui. Et ça en fait une référence un peu universelle aussi. J'ai parlé de Robert Crumb, que j'aime beaucoup. Je voulais en parler... j'ai un auteur un peu fétiche américain, Daniel Close. C'est un auteur que j'adore parce que... Oui, pourquoi ? Il dépeint une sorte de loose ambiante, une médiocrité humaine de manière habile, et il rend tout ça très très drôle. C'est un peu un contraste que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas d'humour sans loose. Ou sans, c'est intéressant. Sans un côté médiocre. Voilà. Enfin, par exemple, pour le dessin politique, ce qui nous fait... Si tout va bien, on ne peut pas tellement réagir, dire si on est d'accord. On peut, mais ça devient vite chiant. Voilà, ça devient vite chiant. En fait, notre métier, le propre de notre métier, c'est de réagir quand c'est la merde. Ouais. Quand les gens font des trucs nazes. Voilà, Daniel Close, c'est assez génial. J'aime beaucoup cet auteur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'aime le trait vivant de Luz, qui manque. Il manque au journal.
Ouais. Ça me va, moi. Non, mais il y en a plein. Ouais, j'en aurais plein. Ok. Plein. J'ai été fascinée par Émile Ferris dernièrement, son trait graphique. D'accord. C'est une belle découverte. Ouais. Comme ça, du dessin au bic. J'ai pas du tout lu son truc, ça a l'air très chiant les textes, mais par contre graphiquement c'est juste merveilleux. Et ça vaut tout l'or du monde. J'ai l'impression. Mm. Et dernière petite question que je pose à tous mes invités, qu'on vient d'évoquer un peu. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels ? Alors, bon, ça fait un peu grand public, mais dernièrement je suis allée voir le Joker Ok. au cinéma. Ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal de... Les gens sont assez divisés sur le... Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, j'ai l'impression le qu'il y a J'ai- deux teams. J'ai adoré ce film. Ok. Ouais, parce que je trouve que ce personnage mythique du Joker, enfin, je l'avais aimé avec Jack Nicholson, qui en Ouais. avait fait un personnage complètement fou. C'est vrai. Heath Ledger en avait fait un personnage beaucoup plus sombre. Et là, c'est complètement sensible, c'est à la fois sombre et fragile. L'interprétation de Joaquin Phoenix est dingue. Oui, ça, j'ai l'impression que les gens Il y a sont des plutôt d'accord. moments oniriques, fous, et c'est porté par une espèce de musique très dense, très sombre. J'aime bien les univers sombres. Je suis une grande lectrice de Stephen King, par exemple. Bon, voilà. Bon, Je suis on y trop est. dark. J'aime trop les losers, les médiocres. Mais lis des poèmes un peu. Enfin, quoique d'ailleurs. Et pourtant, je parle d'amour aussi, Ouais, parce que c'est tout vrai. se complète. Donc voilà, oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Je suis ressortie absolument enchantée d'avoir pu voir ça, d'avoir pu découvrir un peu de ce personnage autrement. C'est vrai qu'il y a des scènes violentes, mais la violence dans un film, moi, ça ne m'atteint pas du tout. C'est pas du tout... Ouais, voilà. Merci beaucoup, Coco. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, si le discours de Coco vous a autant plu que moi, si la BD vous intéresse, si vous aimez la philosophie, si vous aimez le dessin, n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen pour le podcast de continuer à grandir. Je vous rappelle que l'adaptation du Banquet de Platon par Coco et Raphaël Enthoven est disponible aux éditions Les Échappés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.